Marcus Licinius Crassus possédait une fortune qui faisait pâlir tous ses contemporains. À Rome, en 53 avant notre ère, on disait qu'il fallait pouvoir nourrir une légion entière avec ses revenus pour se dire vraiment riche. Crassus, lui, pouvait en nourrir plusieurs dizaines. Sa richesse était devenue proverbiale, au point où l'expression « riche comme Crassus » circulait déjà dans toutes les bouches. Mais cette fortune colossale, estimée à environ 200 millions de sesterces, ne lui suffisait pas. Il voulait plus. Il voulait la gloire militaire qui échappait à son or. 18 ans plus tôt, Crassus s'était illustré en écrasant la révolte de Spartacus. 6000 esclaves crucifiés le long de la voie appienne témoignaient de sa cruauté. Mais cette victoire contre des esclaves ne comptait pas vraiment aux yeux de l'aristocratie romaine. Pompée venait de soumettre toute la péninsule ibérique dans une campagne brillante. Jules César conquérait la Gaule et faisait trembler les tribus barbares du Nord. Et lui, Crassus, malgré toute sa fortune, restait dans l'ombre de ces deux colosses militaires. Le triumvirat qu'il formait avec Pompée et César dominait la politique romaine. 3 hommes se partageaient le pouvoir dans une république qui agonisait lentement. Mais Crassus savait que l'argent ne suffirait jamais. La plèbe admirait les conquérants, pas les banquiers. Les sénateurs respectaient les généraux victorieux, pas les spéculateurs immobiliers, même brillants. Sa fortune immense lui avait permis d'acheter des juges, de financer les campagnes de César, de tenir les cordons de la bourse du triumvirat. Mais au fond de lui, cette frustration le rongeait chaque jour davantage. Crassus avait 60 ans passés. Le temps lui filait entre les doigts. S'il voulait entrer dans la légende, c'était maintenant ou jamais. Lorsqu'il obtint le proconsulat de Syrie en 55 avant notre ère, il sut immédiatement ce qu'il devait faire. À l'est de sa province s'étendait l'Empire parthe, cette puissance mystérieuse venue d'Iran. Les Romains parlaient de ses richesses fabuleuses, de ses trésors sans fin. Crassus y voyait l'occasion parfaite. Il allait conquérir les Parthes, s'emparer de leurs richesses et revenir à Rome couvert de gloire. Il serait le nouvel Alexandre, celui qui avait soumis l'Orient. Dès son départ de Rome, en novembre 54 avant notre ère, les signes défavorables s'accumulèrent. Un tribun de la plèbe nommé Caius Ateius Capito tenta de bloquer son départ. Devant les portes de la ville, il organisa une cérémonie lugubre, prononçant des malédictions terribles contre Crassus. Il alluma un brasier, y jeta des parfums et des libations, invoquant des divinités étranges et redoutables. Les malédictions résonnèrent dans l'air froid de novembre. Beaucoup de Romains trouvaient cette guerre injuste. Les Parthes n'avaient commis aucune agression. Des traités existaient entre les deux puissances. Pourquoi aller les combattre? Crassus ignora ces avertissements. Au port de Brindes, un nouveau présage survint. Un marchand de figues criait sa marchandise dans la foule. « Cognasse !» Beaucoup crurent y entendre « Cavne-i !»« Attention, n'y va pas !» Le murmure parcourut les rangs des soldats. Certains voyaient dans chaque événement un signe des dieux. Mais Crassus balaya ses superstitions d'un revers de main. Il embarqua ses 11 légions et mit le cap vers l'Orient. Une fois en Syrie, Crassus commença par s'enrichir davantage. Il pilla le trésor du temple de Jérusalem, s'emparant de richesses considérables. Cette profanation choqua même certains de ses propres officiers. Puis il lança une première campagne au-delà de l'Euphrate, soumettant quelques villes proches du fleuve. Il prit et pilla Zénodotie, une localité qui avait osé résister. L'hiver approchant, il ramena ses troupes en Syrie pour attendre le printemps. Cette pause fut une erreur stratégique majeure. Elle donna aux Parthes tout le temps nécessaire pour préparer leur défense. Le roi parthe Orodès II n'était pas homme à se laisser surprendre. Quand il apprit l'invasion romaine, il divisa ses forces avec intelligence. Il mena personnellement une armée en Arménie pour empêcher les Arméniens de venir en aide aux Romains. À son général le plus brillant, un jeune noble de la famille des Surènes, il confia la mission d'arrêter Crassus. Ce général n'avait même pas 30 ans, mais sa réputation était déjà immense. Suréna n'était pas un homme ordinaire. Sa naissance le plaçait juste en dessous de la famille royale dans la hiérarchie parthe. Sa fortune rivalisait avec celle de Crassus lui-même. Selon Plutarque, qui écrivit sa biographie plus d'1 siècle et demi après les événements, Suréna voyageait avec 1000 chameaux portant son bagage personnel, 200 chariots pour ses concubines et une escorte de milliers de cavaliers. Il possédait le privilège héréditaire de ceindre le bandeau royal au nouveau roi parthe le jour de leur couronnement. Mais au-delà de sa richesse et de sa naissance, Suréna se distinguait par son génie militaire. Grand, d'une beauté remarquable, il savait commander aux hommes et inspirer une loyauté absolue. Ses vassaux et ses esclaves lui fournissaient des milliers de cavaliers. Pour affronter les légions romaines, il rassembla une force d'environ 10 000 hommes. 1000 cataphractaires formaient le noyau dur de son armée.
des cavaliers entièrement recouverts d'armure, montant des chevaux eux-mêmes caparaçonnés d'écailles métalliques. Leurs lances atteignaient 4 mètres de longueur. Quand ils chargeaient, tous ensemble, rien ne pouvait leur résister. Les 9000 autres cavaliers étaient des archers montés, équipés d'arcs composites d'une puissance redoutable. Ces arcs, fabriqués avec des strates de bois, de tendons et de cornes, pouvaient décocher des flèches 2 fois plus loin que les arcs romains. Leurs pointes perçaient les armures des légionnaires comme du parchemin, mais Suréna avait pensé à tout. Il savait qu'un archer à cheval épuise rapidement ses réserves de flèches. Alors il avait prévu un train de 1000 chameaux chargés de projectiles, permettant à ses archers de se ravitailler continuellement pendant la bataille. Au printemps 53, Crassus franchit à nouveau l'Euphrate avec son armée. Il disposait de 7 légions, soit environ 40 à 50 000 hommes, auxquels s'ajoutaient 4000 cavaliers et 4000 fantassins légers. Une force écrasante en apparence, mais Crassus commit une erreur fatale. Un roi local nommé Abgar, qui prétendait être son allié, lui conseilla de quitter la protection de l'Euphrate et de couper à travers le désert pour atteindre rapidement Carès. De là, disait Abgar, la route vers Séleucie sur le Tigre serait ouverte. Crassus écouta ce conseil empoisonné. Ses officiers les plus expérimentés le suppliaient de longer le fleuve, de maintenir ses lignes de ravitaillement, d'éviter le désert. Mais l'ambition de Crassus était trop grande. Il voulait en finir vite, remporter une victoire éclatante, rentrer à Rome en triomphateur. Il ordonna à ses légions de s'enfoncer dans les plaines arides de Mésopotamie. Le soleil du désert écrasait les légionnaires sous leurs armures. La chaleur devenait insupportable. Ces hommes, habitués au climat tempéré de l'Italie ou des provinces occidentales, découvraient un environnement hostile où chaque pas était une torture. Leurs sandales s'enfonçaient dans le sable brûlant. Leurs gorges se desséchaient malgré les rations d'eau. L'horizon tremblait sous les vagues de chaleur, créant des mirages trompeurs. Les légions marchaient en colonnes interminables. 40 000 fantassins en formation compacte soulevaient des nuages de poussière qui retombaient sur les rangs arrière. Les hommes toussaient, crachotaient, maudissaient leur général. Certains commençaient à murmurer. Ils repensaient aux présages de Rome, aux malédictions du tribun, aux avertissements ignorés. Mais la discipline romaine tenait bon. On ne discutait pas les ordres. On marchait, et on espérait que le combat viendrait bientôt mettre fin à cette épreuve. Crassus chevauchait à la tête de ses troupes, entouré de ses officiers. Son fils Publius commandait la cavalerie. Ce jeune homme de 30 ans avait brillé en Gaule aux côtés de César. Brave, impétueux, admiré de ses hommes, il représentait ce que son père n'avait jamais été, un vrai soldat. Le questeur Cassius, plus prudent et réfléchi, commandait une aile de l'armée. Ces 3 hommes allaient bientôt affronter l'épreuve de leur vie. Le 9 juin 53, avant notre ère, dans la plaine près de Carès, les éclaireurs romains signalèrent l'approche d'une armée parthe. Crassus ordonna l'arrêt. Il devait décider rapidement de la formation de combat. D'abord, il voulut déployer ses légions en ligne pour maximiser leur puissance de frappe. Mais il réalisa que ses flancs seraient trop exposés sur ce terrain découvert. Il changea d'avis et ordonna de former un immense carré. 12 cohortes sur chaque côté, avec la cavalerie aux angles. Au centre, Crassus commandait personnellement. Publius tenait une aile, Cassius l'autre. La formation était défensive, conçue pour résister à l'encerclement. Mais elle limitait aussi la mobilité des Romains. Une fois enfermés dans ce carré, les légionnaires ne pourraient plus manœuvrer facilement. Tout dépendrait de leur capacité à tenir leur position sous les assauts ennemis. Les centurions hurlaient leurs ordres. Les légionnaires se mettaient en place, boucliers levés, pilum à la main. La tension montait. Dans quelques instants, ils allaient découvrir ce qu'était vraiment la guerre contre les Parthes. Au loin, l'armée parthe approchait. Mais quelque chose clochait. Les soldats romains plissaient les yeux sous le soleil brutal. Ils voyaient une force modeste, bien moins nombreuse qu'eux. Pas d'éclat d'armes, pas de reflets métalliques. Les Parthes avaient recouvert leurs armures de housses de peau pour les dissimuler. Suréna voulait que les Romains sous-estiment son armée. Il voulait les surprendre au dernier moment. Soudain, le signal fut donné. Un rugissement terrible déchira l'air. Les Parthes frappèrent sur d'immenses tambours de cuir, créant un vacarme assourdissant qui résonnait à travers toute la plaine. Les soldats romains sursautèrent. Ce bruit n'avait rien d'humain. Il évoquait le tonnerre, le grondement de bêtes sauvages, la fureur des éléments déchaînés. La guerre psychologique commençait. Puis, dans un geste théâtral parfaitement orchestré, les Parthes arrachèrent les housses qui recouvraient leurs armures. Les cataphractaires apparurent dans toute leur terreur. L'éclat du soleil sur leurs écailles métalliques aveugla les Romains. Ces cavaliers géants, totalement cuirassés, montant des chevaux eux-mêmes recouverts d'armure, semblaient invincibles.
leurs longues lances pointèrent vers le ciel. Ils formaient un mur d'acier vivant, prêt à déferler sur les lignes romaines. Les légionnaires n'avaient jamais rien vu de tel. Habitués à combattre des fantassins barbares ou des phalanges grecques, ils découvraient un type de cavalerie qui dépassait leur expérience. Un murmure inquiet parcourut les rangs. Les centurions aboyèrent leurs ordres pour ramener le calme. Les boucliers se levèrent. Les pilums se tendirent. Les Romains attendaient le choc frontal des cataphractaires. Mais Suréna ne commit pas cette erreur. Il avait étudié les Romains. Il savait que leur légion excellait au corps à corps, que leur formation serrée pouvait résister aux charges de cavalerie. Il n'allait pas se jeter bêtement contre ce carré hérissé de lances et de boucliers. Il avait un plan bien plus efficace. Il allait les détruire sans même les toucher. Les archers parthes se déployèrent autour du carré romain. Montés sur des chevaux légers et rapides, ils commencèrent à tourner autour des légions comme des loups autour d'un troupeau. Puis ils lâchèrent leur première volée de flèches. Des milliers de projectiles s'élevèrent dans le ciel, obscurcissant le soleil avant de retomber en pluie mortelle sur les Romains. Les boucliers romains claquaient sous l'impact. Les flèches transperçaient le bois, se fichaient dans le cuir, trouvaient les interstices entre les protections. Les cris commencèrent à retentir. Des hommes tombaient, touchés au visage, au cou, aux jambes. Les flèches parthes possédaient une puissance dévastatrice. Leur portée dépassait de loin celle des projectiles romains. Les légionnaires ne pouvaient même pas riposter efficacement. Leurs javelots et leurs flèches retombaient bien avant d'atteindre l'ennemi. Crassus ordonna à ses troupes légères d'attaquer les archers pour les disperser. Mais ces fantassins, moins bien armés et protégés que les légionnaires, furent fauchés avant même d'approcher les Parthes. Une grêle de flèches les accueillit. Ils reculèrent en désordre, se réfugiant dans les rangs des légions. Le tir parthe continuait, implacable, régulier, terrifiant. Les Romains formèrent la tortue. Boucliers levés, serrés les uns contre les autres, ils créèrent une carapace mobile censée les protéger. Mais les cataphractaires chargeaient alors ces formations, leurs longues lances les forçant à se disperser. Dès que la tortue se brisait, les archers reprenaient leur massacre méthodique. Les légionnaires trébuchaient sur leurs camarades tombés. La poussière soulevée par les chevaux les aveuglait. Ils ne voyaient plus rien, ne pouvaient plus respirer, mouraient sans même avoir pu frapper l'ennemi. Le pire, c'est que le déluge ne s'arrêtait jamais. Les Romains attendaient que les Parthes épuisent leurs munitions. Un archer, même expérimenté, vide son carquois en quelques minutes de tir intensif. Mais les flèches continuaient à pleuvoir. Les Parthes se relayaient, galopant vers l'arrière pour se ravitailler auprès des chameaux qui portèrent des réserves inépuisables. Puis ils revenaient, l'arc tendu, ajoutant leur contribution au carnage général. Crassus comprit qu'il devait briser ce cercle infernal. S'il restait sur place, son armée serait décimée sans avoir combattu. Il appela son fils Publius et lui donna un ordre désespéré. « Prends la cavalerie, les fantassins légers, les archers, et charge ces maudits Parthes. Disperse-les, mets-les en fuite, dégage l'armée principale. » Publius Crassus rassembla ses forces. 1300 cavaliers, dont un contingent de Gaulois que César lui avait envoyé. Ces guerriers du Nord, excellents cavaliers, n'avaient peur de rien. Avec eux, Publius se lança à la poursuite des archers parthes qui semblaient se replier devant lui. Enfin, les Romains tenaient leur chance. Enfin, ils allaient en découdre au corps à corps où ils excellaient. C'était exactement ce que Suréna attendait. Le jeune Romain, brave mais inexpérimenté, tombait dans le piège le plus vieux du monde. Les archers parthes feignaient la retraite, attirant Publius loin du gros de l'armée. Ils l'entraînaient vers les cataphractaires embusqués qui attendaient leur moment. La cavalerie romaine galopait, soulevant des nuages de poussière, certaines de sa victoire prochaine. Soudain, les archers parthes pivotèrent en selle. Sans ralentir leur galop, ils se retournèrent et criblèrent de flèches les poursuivants. Cette technique, restée célèbre sous le nom de flèche du Parthe, surprit totalement les Romains. Les cavaliers tombaient de leur monture, transpercés. Mais le pire restait à venir. Les cataphractaires surgirent de leur position, chargeant de front les cavaliers romains désorganisés. Le choc fut terrible. Les longues lances parthes transperçaient les armures, empalaient les chevaux, semaient la mort et le chaos. Les Gaulois se battirent avec un courage désespéré. Certains tentèrent de saisir les lances des cataphractaires à main nue, se déchirant les paumes sur le métal. D'autres essayèrent de faire tomber les cavaliers parthes de leur monture. Mais rien n'y faisait. La cavalerie lourde parthe était trop puissante, trop bien protégée. Publius comprit qu'il était perdu. Blessé, voyant ces hommes massacrés autour de lui, il prit une décision. Plutôt que de se rendre et de subir l'humiliation de la captivité, il ordonna à son écuyer de le tuer.
Un de ses tribuns, nommé Mégabacchus, fit de même. Il préférait la mort au déshonneur. Un autre tribun tomba sous les coups ennemis. La tête de Publius fut tranchée et fichée au bout d'une lance. Les Parthes revinrent vers le carré romain principal, brandissant la tête du jeune Crassus comme un trophée. Il paradait devant les lignes, se moquant bruyamment. Ce jeune homme était si noble, si courageux. Comment un père aussi lâche a-t-il pu engendrer un fils aussi valeureux? Leur sarcasme portait. Les légionnaires voyaient la tête de leur jeune commandant ballottée au bout d'une pique. Le moral s'effondrait. Crassus père vit la tête de son fils. Le choc le brisa. Selon les témoignages, il se retira dans sa tente, incapable de continuer à commander. Cet homme qui avait été si dur, si impitoyable toute sa vie, s'écroulait devant le cadavre mutilé de son enfant. Certains historiens ont suggéré qu'il souffrait peut-être de ce qu'on appellerait aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Il montrait des signes de dépression, d'aliénation, de perte de concentration. Il n'était plus le général arrogant qui avait traversé l'Euphrate quelques mois plus tôt, mais la bataille continuait. Les cataphractaires chargeaient maintenant de front les formations romaines. Leurs lances percèrent les boucliers, écartèrent les défenses. Derrière eux, les archers continuaient à décocher leurs volées meurtrières. Les alliés osroènes, ces troupes qui prétendaient soutenir Rome, changèrent soudain de camp et attaquèrent les Romains par l'arrière. La trahison ajoutait à l'horreur du massacre. Les légionnaires se formaient en tortues par groupes, essayant désespérément de survivre. Mais les cataphractaires chargeaient ces formations statiques, les forçant à se disperser. Une fois dispersés, les fantassins devenaient des cibles faciles pour les archers. C'était un cycle infernal dont il n'y avait aucune issue. Les hommes trébuchaient sur les corps de leurs camarades. La poussière les aveuglait totalement. Ils ne voyaient plus rien, ne savaient plus où frapper, mouraient par milliers sans comprendre ce qui leur arrivait. La journée s'éternisait. Le soleil brûlait toujours. La soif torturait les survivants autant que les flèches. Les blessés hurlaient, réclamant de l'eau, appelant leur mère, suppliant qu'on les achève. Le carnage durait depuis des heures. Les Parthes ne faiblissaient pas. Leur ravitaillement en flèches semblait inépuisable. Leurs chevaux, habitués au désert, ne montraient aucun signe de fatigue. Enfin, la nuit tomba. Les Parthes se retirèrent pour établir leur campement. Selon leur coutume, ils ne combattaient pas dans l'obscurité. Cette pause offrait aux Romains un répit désespéré. Mais quel répit! Autour d'eux gisaient des milliers de cadavres. Les blessés, qu'on ne pouvait ni soigner ni enterrer, gémissaient dans le noir. L'armée était détruite. Le moral avait sombré. Tous savaient que demain, au lever du soleil, le massacre reprendrait. Crassus ne pouvait plus commander. Il restait prostré, le visage voilé, incapable de parler ou de prendre la moindre décision. Ses officiers, Cassius et un légat nommé Octavius, réunirent un conseil de guerre. La conclusion s'imposait d'elle-même. Rester ici signifiait la mort certaine. Il fallait fuir vers Car, s'enfermer dans la ville fortifiée, espérer tenir jusqu'à l'arrivée de renforts. Mais comment partir sans alerter les Parthes? Comment déplacer des milliers d'hommes blessés, épuisés, démoralisés dans le noir complet? Les officiers prirent une décision terrible. Ils abandonnèrent 4000 blessés sur place. Ces hommes ne pouvaient pas marcher. Les emmener aurait ralenti toute l'armée et permis aux Parthes de les rattraper. On les laissa donc là, gisant parmi les morts, sachant parfaitement ce qui les attendait au lever du jour. L'armée se mit en marche dans la nuit. Les ordres circulaient à voix basse. Pas de torches, pas de bruit, avancez en silence. 300 cavaliers sous les ordres d'un commandant nommé Ignatius parvinrent à atteindre Carès les premiers. Ils alertèrent le préfet Coponius qui commandait la garnison de la ville. Puis ils poursuivirent leur route fuyant vers la Syrie. Mais dans l'obscurité, 4 cohortes se perdirent. Elles errèrent dans le désert, désorientées, incapables de retrouver le chemin. Au matin, les Parthes les découvrirent et les massacrèrent jusqu'au dernier homme. Ils trouvèrent aussi les 4000 blessés abandonnés au campement. Aucune pitié ne leur fut accordée. Les Parthes les égorgèrent méthodiquement. Le gros de l'armée romaine atteignit Carès. Les portes de la ville s'ouvrirent pour accueillir les survivants. Environ 10 000 hommes trouvèrent refuge derrière les murailles. Mais Crassus savait qu'il ne pourrait pas tenir longtemps. Les Parthes allaient assiéger la ville. Ses provisions étaient limitées. Son armée était brisée au bord de la mutinerie. Les soldats commençaient à murmurer ouvertement contre lui. Certains l'accusaient d'avoir causé ce désastre par son ambition insensée. Quelques jours plus tard, Crassus tenta une nouvelle fuite nocturne. Il voulait atteindre l'Arménie où il espérait trouver des alliés. Mais il fit confiance au mauvais guide. Un homme nommé Andromaque, qui était en réalité à la solde des Parthes, conduisit les Romains dans un marais. La colonne s'enlisa, se perdit dans les terres boueuses. L'aube les surprit dans une position indéfendable.
Les Parthes encerclèrent les derniers Romains. Surena ne voulait pas perdre les fruits de sa victoire. Il envoya un messager qui parlait latin pour proposer une rencontre avec Crassus. Le général Parthe offrait une trêve, des négociations, peut-être même un sauf-conduit pour que les survivants puissent rentrer en Syrie. Les soldats romains, au bord de la mutinerie, exigèrent que Crassus accepte. Ils ne voulaient plus se battre. Ils en avaient assez de suivre cet homme dont l'ambition les avait conduits au désastre. Crassus refusait, suspectant un piège. Mais la pression de ses propres troupes devint trop forte. Entouré d'hommes furieux qui menaçaient de le livrer eux-mêmes aux Parthes, il n'eut d'autre choix que d'accepter. Surena envoya un cheval à Crassus avec un frein en or, un cadeau princier digne du rang du général romain. Crassus monta en selle, accompagné d'Octavius et de quelques officiers. Ils s'avancèrent vers le campement Parthe pour les négociations. Ce qui se passa ensuite reste enveloppé de mystère. Les témoignages divergent, les sources se contredisent. Selon certains récits, un Parthe saisit la bride du cheval de Crassus. Octavius, pensant à une agression, dégaina son épée. La confusion éclata. Dans la mêlée qui suivit, les Romains furent tués. Crassus périt, frappé soit par les Parthes, soit par une main romaine cherchant à lui éviter l'humiliation de la captivité. D'autres sources suggèrent que Surena avait planifié cette embuscade dès le départ, qu'il n'avait jamais eu l'intention de négocier réellement. La tête de Crassus fut tranchée ainsi que sa main droite. Surena les envoya au roi Orodès II comme trophée de sa victoire. Le corps de l'homme le plus riche de Rome fut abandonné sans sépulture dans ce désert de Mésopotamie. C'est alors que naquit une légende qui allait traverser les siècles. Dion Cassius, écrivant plus d'un siècle après les faits, rapporta avec certaines réserves que les Parthes auraient versé de l'or fondu dans la bouche de Crassus. En lui faisant subir ce châtiment, ils auraient crié « Rassasie-toi de ce métal dont tu es si avide ». Cette histoire est probablement fausse. Crassus était déjà mort quand sa tête fut tranchée. Les Parthes n'auraient eu aucune raison de verser de l'or dans la bouche d'un cadavre. Mais la légende était trop belle, trop parfaite pour ne pas se répandre. Elle résumait tout, l'avidité de Crassus, son obsession de la richesse, sa cupidité qui l'avait conduit à sa perte. Les Romains adoraient ce genre de récit moralisateur. L'homme qui avait tout voulu, richesse et gloire, finissait noyé dans l'or qu'il avait tant désiré. D'autres exécutions similaires avaient eu lieu dans l'histoire antique. En 88 avant notre ère, un général romain nommé Manius Aquilius fut promené sur un âne avant qu'on lui coule de l'or fondu dans la gorge, sur ordre du roi Mithridate. Ce mode d'exécution était réservé aux avares, à ceux dont la soif de richesse avait causé leur chute. Que ce supplice ait été réellement infligé à Crassus ou non, l'important était que l'histoire circulait, qu'elle s'inscrivait dans la mémoire collective romaine. La tête de Crassus arriva au roi Orodès alors que celui-ci assistait à une représentation théâtrale. Les acteurs jouaient les bacchantes d'Euripide. Lorsqu'un acteur brandissait une tête factice sur scène, quelqu'un lança la vraie tête de Crassus dans l'assemblée. L'acteur la saisit et improvisa, la présentant au public comme le trophée de la victoire parthe. Les spectateurs applaudirent à tout rompre. Le théâtre et la réalité se confondaient dans une scène macabre qui résumait l'humiliation romaine. Les chiffres du massacre donnent le vertige. Sur les 40 à 50 000 hommes qui avaient franchi l'Euphrate, seuls 10 000 parvinrent à s'échapper et à regagner la Syrie. 20 000 gisaient morts dans le désert. 10 000 autres furent capturés, réduits en servitude, déportés vers les provinces orientales de l'Empire parthe. Certaines sources parlent de légionnaires romains qui finirent leur vie en Asie centrale, employés comme gardes-frontières contre les nomades des steppes. Les Parthes s'emparèrent de 7 aigles légionnaires, ces enseignes sacrées que chaque légion portait comme symbole de son honneur et de sa gloire. La perte d'une aigle était considérée comme le pire des honneurs qui puisse frapper une unité. Surena consacra ses trophées dans le temple d'Anaïta, la divinité guerrière parthe, à Ctésiphon. Pour Rome, c'était une humiliation sans précédent. Cassius, le questeur de Crassus, parvint à rallier la Syrie avec une partie des survivants. Malgré son rang subalterne, il prit le gouvernement de la province et réussit à repousser les raids parthes qui suivirent. Il empêcha l'effondrement total de la position romaine en Orient. Des années plus tard, ce même Cassius serait l'un des assassins de Jules César. Au Sénat romain, la nouvelle du désastre provoqua un choc. Certains y voyaient une punition divine pour une guerre injuste. D'autres accusaient Orodès de traîtrise et réclamaient une guerre de vengeance. Mais Rome était paralysée. La mort de Crassus détruisait le triumvirat. Il ne restait plus que 2 hommes, Pompée et César. Le ciment qui les liait avait disparu. 4 ans plus tard, César franchirait le Rubicon
déclenchant une guerre civile qui achèverait de détruire la République. Suréna ne profita pas longtemps de sa victoire. Le roi Orodes, jaloux de la gloire de son général, craignit qu'il ne devienne trop populaire, trop puissant. En 52 avant notre ère, 1 an après son triomphe, Suréna fut exécuté sur ordre du roi. Le génie militaire qui avait brisé les légions romaines périssait victime des intrigues de cour. Le sort des 10 000 prisonniers romains reste l'un des mystères les plus fascinants de cette histoire. Les Parthes ne les exécutèrent pas. Ils les déportèrent vers l'est, dans les marges de leur empire, là où ils affrontaient les nomades des steppes. Ces légionnaires devinrent des soldats esclaves, forcés de défendre les frontières parthes contre les incursions venues d'Asie centrale. Des décennies plus tard, des sources chinoises mentionnent la présence de soldats étrangers dans les armées des royaumes d'Asie centrale. Ces guerriers utilisaient des techniques de combat inconnues dans la région, formant des lignes compactes avec de grands boucliers rectangulaires. Certains historiens ont suggéré qu'il pourrait s'agir des descendants des prisonniers de Kars. Des analyses génétiques menées récemment dans certaines régions de Chine ont même révélé des traces d'ADN européen datant de cette époque. Mais ces théories restent spéculatives. La plupart des prisonniers moururent probablement dans l'anonymat, loin de leur patrie, sans jamais revoir Rome ni l'Italie. Ils vécurent et périrent comme esclaves, oubliés de l'histoire, victimes de l'ambition d'un homme qui avait voulu égaler Alexandre. Pendant des décennies, Carès hanta la mémoire romaine. Le désastre rejoignit Cannes dans le panthéon des défaites humiliantes. On parlait de la clade Crassiana, le désastre de Crassus, avec le même ton qu'on évoquerait plus tard la clade Variana, la destruction des légions de Varus en Germanie. Les Parthes étaient devenus l'ennemi par excellence à l'Est, celui qu'on ne pouvait ni vaincre facilement ni ignorer. Auguste, le premier empereur, fit du retour des aigles perdus une priorité politique. En 20 avant notre ère, par la diplomatie plutôt que par la guerre, il obtint du roi Parthes IV la restitution des enseignes. Ce fut présenté comme une victoire majeure, célébrée par la frappe de nouvelles pièces et la construction du temple de Mars Ultor. La statue d'Auguste de Prima Porta, en tenue militaire, porte sur sa cuirasse la représentation de cette restitution. Pour la propagande impériale, Rome avait enfin vengé son honneur. Mais en réalité, les Parthes restèrent un adversaire redoutable pendant des siècles. Les guerres romano-parthiques se succédèrent, sans qu'aucun camp ne parvienne à vaincre définitivement l'autre. Rome ne conquit jamais la Mésopotamie durablement. Les empereurs qui tentèrent l'aventure, comme Trajan, remportèrent des victoires temporaires mais durent toujours se retirer. La frontière entre les deux empires resta fluctuante, source de conflits permanents. La bataille de Carès marqua aussi un tournant dans l'art militaire. Rome découvrit qu'il existait des adversaires contre lesquels sa traditionnelle supériorité en infanterie ne suffisait pas. Les légions, invincibles contre les phalanges macédoniennes ou les tribus barbares d'Occident, se révélaient vulnérables face à une cavalerie mobile et bien commandée. Les Romains durent adapter leurs tactiques, développer leur propre cavalerie lourde, repenser leur doctrine militaire. Théoriquement, les Romains auraient dû tirer de nombreuses leçons de Carrée, mais l'histoire montre qu'ils répétèrent souvent les mêmes erreurs. L'arrogance romaine, la conviction que les légions étaient invincibles, conduisit à d'autres désastres. En Germanie, en Dacie, en Mésopotamie à nouveau, des généraux trop confiants sous-estimèrent leurs adversaires et payèrent le prix fort. La principale leçon de Carrée était pourtant claire. On ne peut pas combattre efficacement avec des fantassins lourds contre une cavalerie mobile dans un désert plat et dégagé. Le terrain joue un rôle crucial dans la guerre. Les légions romaines excellaient en Europe, où les forêts, les collines, les rivières limitaient la mobilité de la cavalerie ennemie. Mais dans les plaines infinies de Mésopotamie, elles devenaient des cibles lentes et vulnérables. Suréna avait parfaitement compris cela. Il choisit son champ de bataille avec soin. Il refusa le combat au corps à corps, où les Romains auraient eu l'avantage. Il maintint ses distances, utilisa sa mobilité supérieure, épuisa l'ennemi avant de le détruire. Sa victoire n'était pas due à la supériorité numérique. Les Romains étaient bien plus nombreux, mais à la supériorité tactique et à une compréhension fine des forces et faiblesses de chaque camp. Crassus commit toutes les erreurs possibles. Il sous-estima son adversaire. Il ignora les conseils de ses officiers expérimentés. Il s'enfonça dans un terrain qui favorisait l'ennemi. Il ne prépara pas adéquatement ses troupes pour le climat désertique. Il ne développa pas de contre-mesures efficaces contre la cavalerie parthe. Il perdit le contrôle de ses émotions après la mort de son fils. Chacune de ces erreurs aurait pu être évitée. Ensemble, elles conduisirent au désastre.
Cars devint un symbole dans la culture romaine. Les poètes y firent référence pour illustrer les dangers de l'ubris, cette arrogance excessive qui mène à la chute. Properce écrivit sur le désastre des deux Crassus, père et fils. Fleurus en fit un exemple de la punition divine contre l'avidité. Même des siècles plus tard, Ammien Marcellin évoquait encore Carès comme la ville illustrée par les malheurs des Crassus et de l'armée romaine. Au-delà de Rome, la bataille eut des répercussions géopolitiques majeures. Elle établit clairement que l'Empire parthe était un rival de taille, capable de tenir tête à la puissance romaine. Elle fixa pour des siècles la frontière entre les mondes romains et perses, entre l'Occident et l'Orient. Cette ligne de fracture survivrait à la chute de Rome, à la chute des Parthes, se transformant en frontière entre Byzance et les Sassanides, puis entre chrétienté et islam. La tactique de la flèche du Parthe entra dans le langage commun. L'expression désigne encore aujourd'hui une remarque blessante lancée au moment de partir, un dernier coup porté alors qu'on s'éloigne déjà. Le tir parthe symbolise cette capacité à frapper tout en fuyant, à transformer la retraite en arme offensive. Pierre Corneille, presque 17 siècles après les faits, écrivit une tragédie intitulée Suréna, général des Parthes. Le dramaturge français choisit ce personnage historique pour explorer les thèmes du pouvoir, de la jalousie, de la chute des héros. La victoire de Suréna et sa mort tragique offraient un matériau parfait pour la tragédie classique. Au bout du compte, que reste-t-il de cette histoire? Un homme immensément riche, qui voulut la gloire militaire et trouva une mort obscure dans le désert. Un jeune général brillant qui écrasa une armée 4 fois supérieure en nombre et fut exécuté par son propre roi. Des dizaines de milliers de soldats qui périrent loin de chez eux, victimes d'ambitions qui les dépassaient. La légende de l'or fondu dans la gorge de Crassus, vraie ou fausse, captura quelque chose d'essentiel. Elle incarnait la morale de cette tragédie. La cupidité et l'ambition conduisent à la destruction. Crassus avait tout, fortune, pouvoir, influence, mais il en voulait toujours plus. Cette insatiabilité le poussa à franchir l'Euphrate, à défier un empire qu'il ne comprenait pas, à mener ses légions dans un piège dont elles ne pouvaient s'échapper. Le 9 juin 53 avant notre ère, dans la plaine brûlante près de Carès, le rêve d'un homme mourut sous les flèches parthes. Avec lui périrent des milliers de légionnaires qui n'avaient jamais demandé cette guerre. L'aigle de Rome, symbole de la puissance invincible de la République, fut piétiné dans la poussière. Et dans les temples parthes, on chantait la victoire de Suréna, le général prodige qui avait humilié les maîtres du monde occidental. L'histoire se souviendrait de Cars comme l'un des plus grands désastres militaires de Rome. Mais elle se souviendrait aussi de la leçon fondamentale que cette bataille enseignait. Aucun empire n'est invincible, aucune armée n'est imbattable, et l'arrogance est toujours la meilleure alliée de l'ennemi. Dans le désert de Mésopotamie, l'or et le sang se mêlèrent pour écrire l'une des pages les plus sombres de l'histoire romaine.